Salut à tous, aujourd'hui nous sommes au studio d'Ismaël Verdol et on accueille Karine Okagos. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Bonjour Karine, comment vas-tu? Ça va bien. L'espace te plaît? Oui, c'est très joli, c'est bien pensé, c'est simple et efficace. Bon, si ça te va, c'est le plus important. Alors on commence toujours par une présentation de notre invité, donc je te laisse la parole. Je m'appelle Karine Okagos, je suis architecte d'intérieur depuis 2 ans et en fait j'aide les femmes à créer un cocon de bien-être chez elles et j'aide des investisseurs immobiliers à maximiser leur rentabilité grâce à la décoration intérieure. Voilà. Donc tu les aides quelque part à sublimer leur espace, c'est ça les termes. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pour les femmes, ça va plus loin. C'est bien qu'il soit beau, l'espace, mais il faut aussi qu'il soit fonctionnel. C'est-à-dire qu'on ait une place pour chaque chose, on puisse ranger ses chaussures, son courrier, etc. Donc c'est vraiment ça. Donc tu exerces maintenant depuis 2 ans. Dis-nous un peu plus là-dessus, comment ça se passe véritablement, comment tu démarres la mission avec le client et comment tu le suis? En général, je suis contactée, voilà, il me contacte. Ensuite, on va faire une première discussion pour que je vois si ce que je propose est adapté à ce dont a besoin le client en général. Et ensuite, après, ils vont remplir un questionnaire que j'appelle le quiz Ma décoration idéale. Ils vont me dire, voilà, ce que j'aime pas, ce que je ne veux pas du tout, etc. Me donner des exemples d'ambiance qu'ils veulent, les pièces qu'ils veulent refaire. Et en fait, à partir de ces éléments-là et des vidéos, des photos qu'ils m'envoient, et bien de l'existant en fait. Voilà. Ok. À partir de ça, je crée leur espace idéal. C'est vraiment un échange parce que du coup, en général, ce sont des femmes. Voilà, elles vont me dire, mes habitudes c'est ça, j'aime recevoir ou bien j'aime cuisiner. Et en fonction en fait de leurs habitudes, je vais créer des rangements en fonction ou bien des espaces vraiment dédiés, tu vois, pour leurs moments en famille, etc. Du coup, Karine, comment tu expliques que ces modifications, cette amélioration de l'espace de vie va avoir un impact positif sur le quotidien de tes clients? Déjà, c'est scientifiquement prouvé que notre espace intérieur a une action sur notre vie en fait à l'extérieur. Si je vous dis par exemple concrètement, quand vous rentrez chez vous, voilà, vous êtes fatigué, la journée a été très compliquée. Ah oui. Vous savez pas, tu imagines déjà, vous savez pas, vous déposez les chaussures à l'entrée, votre sac sur la table de séjour, les clés, tout ce qui est, tu sais, les tickets de carte bancaire sur le buffet, etc. Et que les jours comme ça défilent et qu'en fait tout s'accumule en fait. Voilà, s'accumuler. Au final, la plupart des femmes, en tout cas nous, ça nous irrite en fait de voir ce désordre permanent et de ne pas pouvoir ranger en fait facilement les choses du quotidien. Et après ça pèse dans notre charge mentale, hein, concrètement, ça pèse dedans et donc on se dit ok, bon il faut que je range mais j'ai pas le temps, je suis fatiguée et puis c'est là et puis on fait la tête au conjoint qui comprend pas qu'en fait c'est ses clés et c'est ça je comprends bien ça. D'accord. C'est son courrier qui traîne sur le buffet qui nous dérange et lui c'est un ensemble de choses qui vont faire que voilà on se sent bien chez soi ou pas. Voilà, donc c'est le côté fonctionnel finalement, c'est véritablement ça. Fonctionnel, mais aussi le côté design, parce qu'on peut avoir plein de rangements tout blancs, etc. Mais s'il n'y a pas, je sais pas, un peu de votre personnalité dans le logement, pour que vous vous sentiez vraiment comme chez vous, ça pose problème aussi ça. Donc en fait, la profession d'architecte d'intérieur, ça va être de pouvoir optimiser l'espace, dire voilà, tu pourrais mettre une cloison là, par là, mettre le mobilier de façon qu'on puisse bien circuler, donc ça c'est important, et de telle façon que tu puisses tout caser aussi, tu vois, de vraiment optimiser l'espace. Tu sais, moi quand tu dis architecte, je pense aux fondations, à la structure. Est-ce que c'est mieux pour toi de commencer à suivre le projet dès le départ, dès la construction, ou finalement plutôt quand un espace existe déjà, l'améliorer? C'est quoi ton moment de prédilection? Alors, il faut bien s'entendre sur le fait que c'est architecte d'intérieur, hein, qui est vraiment différent de l'architecte, enfin vraiment différent, mais en tout cas c'est complémentaire. Pour moi, le mieux, ça aurait été dès que vous avez le plan
qui n'est pas définitif de la maison, de voir un architecte d'intérieur. Pourquoi? Parce que du coup, on va pouvoir l'améliorer. Parce que des fois, les architectes, ils vont à l'essentiel. Voilà, il faut qu'il y ait des fenêtres là, des portes ici, etc. Et quand nous, derrière, on arrive pour mettre un aménagement, on se rend compte que ça n'a pas été prévu pour. Ouais, en fait, c'est-à-dire que ça n'a pas été pensé jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a par exemple 3 fenêtres dans la cuisine, donc du coup, on est obligé de mettre la cuisson dans un angle. On peut pas mettre une hotte au mur parce qu'il n'y a pas de possibilité. Ou bien dans certaines chambres, j'ai déjà remarqué, les rangements ne sont pas prévus quand il y a aussi trop de fenêtres dans une chambre. Et quand je dis trop de fenêtres, c'est des grandes fenêtres, tu sais, à la créole, vraiment les grandes 9,20 m, etc. Parce qu'on peut mettre une petite jalousie aussi à côté, comme ça il y a quand même la ventilation, mais on a l'espace pour mettre un meuble de rangement par exemple. Donc maintenant 2 ans que tu exerces, oui. Si on revient peut-être à tes expériences, comment tu as commencé, tu faisais quoi avant? Alors avant, j'avais un diplôme de sage-femme puéricultrice, donc qui n'a rien à voir, et j'ai dit, bon, au bout d'un moment, j'en avais assez, au bout de 4 ans dans la clinique où j'étais, et j'ai dit, ok, je vais faire la deuxième chose qui me plaît vraiment. En sachant que à la base, c'était la première chose qui me plaisait quand j'étais au lycée, mais je me suis dit, voilà, faut partir en France, je suis pas prête, j'aurais pas le niveau pour faire architecte, etc. Donc, j'ai été vers la petite enfance. Et du coup, ça m'a rattrapée, voilà. 4 ans en tant que sage-femme puéricultrice, j'ai dit, ok, je vais aller dans ce qui me plaît, la décoration. Et j'ai travaillé chez un cuisiniste. Donc, on vendait des meubles de cuisine, des dressings, etc. Donc, j'ai appris le métier, en fait, sur le terrain, comme ça, sur le tard. Et c'est là, en fait, que j'ai dit, ah ouais, non, c'est vraiment ça que je veux faire. Ouais. Et tu as toujours aimé tout ce qui était décoration, tu as toujours eu un attrait à ranger les choses d'une certaine manière, d'avoir... Chez mes parents, c'était très minimaliste, donc il n'y avait pas de quoi faire de la décoration. Mais s'il y a un point qu'il faut souligner, que je me rappelle, c'est que mon père, il avait acheté, ça s'appelait Architecte 3D à l'époque, et j'aimais faire ça, faire des maisons, des intérieurs. Je jouais à Sims seulement pour d'accord. Ah ouais, je construisais les maisons. Toi, tu n'étais pas sur l'habitant, tu étais sur le logement. Ouais, les habitants, bon, je faisais toutes sortes d'histoires, hein. Je pense qu'on a tous fait. Mais j'aménageais les maisons, j'adorais faire ça. Et ça m'a rattrapée, voilà, 20 ans après. Avec du recul, comment tu vois ça, ce changement finalement du tout au tout? Moi, ça a changé ma vie, personnellement. Et aussi, surtout, d'être à mon compte, ça a encore plus changé ma vie, puisque avant, j'étais vraiment... Enfin, quand je sortais de la clinique, j'étais épuisée, physiquement, psychologiquement. Et j'ai eu mon fils à ce moment-là. C'était compliqué. J'arrivais pas à vraiment lui accorder du temps... en étant présente psychologiquement, on est présent physiquement, mais on pense au travail, à tout le stress, etc. Et après, quand j'ai quitté les entreprises, que j'ai dit, bon, ok, c'est bon, si j'ai su faire ça pour eux, je pourrais faire pour moi. Quand je me suis lancée à mon compte, là, j'ai vu vraiment que... je me suis épanouie dans ça, de pouvoir dire, je gère mon temps. Tu travailles pour toi? Oui. Voilà, donc si je travaille comme une malade, je sais qu'il y a des résultats qui seront derrière, mais pour moi. Et quand j'ai mon fils, je suis présente. Je me dis, ok, ça c'est un temps pour lui. Donc tu te coupes et tu... Ah oui, je suis pas à penser au travail ou à stresser. Au contraire, je me dis non, il faut que là, ils sentent que je suis présente et que voilà, qu'on profite de l'instant présent. Voilà. Ok. Quelle est la plus grande satisfaction que tu as en travaillant pour toi? Je dirais que la plus grande satisfaction, et c'était aussi un de mes objectifs, c'est de pouvoir voir mes parents, ma famille quand je le souhaite, ne pas dépendre du fait qu'on te donne un nombre de congés et tu as des heures aussi de travail à respecter. Donc s'il y a un souci, tu peux pas trop sortir du cadre. Donc c'est vraiment ça, de pouvoir se dire voilà, je peux aller voir mes parents quand j'en ai envie, passer du temps avec eux, ne pas laisser la vie filer. Et qu'en fait, du coup, tout ce que tu as vu, c'est le travail. Et qu'à côté, t'as pas vraiment vécu les choses, quoi. Et du coup, cette Karine qui était puéricultrice il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais? Celle qui ne sait pas encore que demain, elle sera architecte d'intérieur,
qui pense toujours que c'est trop difficile, qu'elle ne peut pas y arriver, en rétrospection, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de ne pas lâcher, de poursuivre l'idée qu'elle a de sortir de la rat race, comme on dit, et que tout va bien se passer, qu'il suffit de travailler, d'y croire. Par exemple, moi, je m'étais pas mis de plan B. Souvent, les gens ils disent voilà, c'est quoi ton plan B si ça fonctionne pas, etc. Moi non, c'était ok, je veux faire ça, je vais faire ça et ça va réussir. Tu sais, j'aime beaucoup cette phrase parce que finalement, penser à un plan B, C, D, etc. jusqu'à Z, il y a beaucoup de lettres dans l'alphabet. C'est déjà se mettre dans la tête que le plan A peut échouer. C'est ça, c'est ce que je pense. Alors que ne pas se donner de porte de sortie, pour moi, c'est une manière aussi de se focaliser, de se dire c'est ça ou rien du tout. C'était exactement ça. C'était ça ou... Enfin, je dirais pas rien du tout. Je me suis dit, de toute façon, je sais que j'ai plein de cordes à mon arc. Je sais coiffer, je sais faire de la couture, je sais faire de la peinture, imaginons. Mais donc, il y aura toujours une possibilité. C'est pas grave, je vais pas penser à un plan B. Mais par contre, ça, je veux le faire. En plus, j'aime faire ça. Donc, je vais y aller et tu vas y arriver. Ah oui, et j'y suis arrivée. Garanti. Moi, je trouve que j'y suis arrivée. Et après, le challenge, c'est quoi? C'est de perdurer dans le temps. C'est toujours surtout ça. Ouais. Karine, on arrive quasiment au terme de cet échange. C'est une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat. Tu m'as parlé du moment le plus marquant. Quelle a été, si tu peux nous donner une anecdote de quelque chose de difficile, de compliqué que tu as connu au moment de ce changement de vocation ou depuis les 2 ans où tu exerces? Le moment le plus compliqué, je dirais quand j'ai fait le malheur, entre guillemets, de commencer à dire à Pôle emploi, voilà, j'ai une activité. Qu'ils ont pensé que, je sais pas, ils m'ont dit oui, comme vous avez une activité salariale depuis telle date, et qu'ils m'ont réclamé la somme exacte de ce que j'avais sur mon compte en économie, je me rappelle. On donne pas les chiffres. On peut donner. Pôle emploi m'a réclamé 14 000 €, ce qui était la somme exacte que j'avais sur mon compte en économie à un moment donné, enfin au moment où ils m'ont réclamé, au moment où du coup ils me versaient plus rien. En fait, c'était au moment où j'ai déclaré, voilà, j'ai une activité maintenant, et parce qu'il faut déclarer, quoi. Faut dire, voilà, j'ai une activité, et normalement, ils versent un complément de revenu. Mais là, ils ont bloqué. Oui, mais là, ils ont bloqué tous mes revenus, et ils ont dit, ah oui, donc vous avez une activité depuis combien de temps? Ok, donc vous nous devez tant. Là, j'ai commencé quand même à avoir chaud. J'ai un petit garçon et tout ça, il commençait à m'envoyer des mises en demeure, etc. Donc, j'ai dû me battre avec URSSAF, Pôle emploi, bref. Ah oui. Et... C'est des bons moments, ça. Ouais, très bon moment, surtout que j'étais en train d'investir sur moi-même, donc en formation, etc. Donc bien sûr, j'avais plus cet argent-là du coup sur le compte. Donc là, j'ai commencé quand même à avoir peur. Mais comme on disait tout à l'heure par rapport au plan B, comme je n'avais pas de plan B, donc j'ai bossé et puis j'ai regardé que ce qui était positif. Je me suis dit, ok, il y a un problème, bon, il n'y a que des solutions. Donc je vais faire les papiers qu'il faut, mais je sais que je suis dans mon droit. Donc ça ira et on se détend et ça va aller. Et ça a été. Donc là, ça passe par des justificatifs, des factures, etc. C'est de l'administratif. Mais du coup, comment on fait, parce que c'est sûrement un problème que beaucoup de gens rencontrent. Moi qui ne suis pas très administratif, ça m'a guetté aussi à un moment. Comment on fait pour pallier à ça? Le jeune là qui souhaite se lancer ou qui s'est lancé depuis peu de temps mais qui veut cumuler en même temps peut-être Pôle emploi ou qui ne sait pas trop comment se positionner, qu'est-ce que toi tu peux lui conseiller? Ben déjà concrètement, si dès que tu as ton numéro SIRET, même si ton chiffre d'affaires est à 0, déclare ton chiffre d'affaires à 0 à l'URSSAF pour avoir bien tes déclarations de chiffre d'affaires à 0, pour pas qu'après Pôle emploi pense que tu as un chiffre d'affaires alors que tu n'en as pas. Et ça déjà, ça règle pas mal de problèmes. Sachant que c'est aléatoire, hein. Quand ils ont rien, ils font que mettre un chiffre. Et, ouais, par exemple, ouais, ça sera forfaitaire. Donc si c'est un conseil concret, c'est ça. Même si on a un chiffre d'affaires à 0, le déclarer à
l'URSSAF qui dira que voilà, on paie 0 charge, mais derrière, si on a Pôle emploi, ben, ils nous font payer, enfin, ils mettront toujours le complément, voilà, d'allocation. Donc voilà, c'est le tips du jour. Ouais. Karine, merci. Sur quel réseau on peut te retrouver? On peut me retrouver sur un design et fonctionnel. Instagram. Instagram, j'ai un blog aussi, www.designetfonctionnel.com. On peut me retrouver sur TikTok aussi, design et fonctionnel. Tu danses, tu fais quoi sur TikTok? Non mais c'est à peu près la même chose que sur Instagram. Et je suis en train de développer aussi Pinterest, mais bon, je m'y connais pas, je vais apprendre. Hein. Voilà, design et fonctionnel. Mais sinon, pour terminer, s'il y a un truc que je dois dire à quelqu'un, voilà, qui veut se lancer, c'est que déjà, si son produit, enfin, il le pense certainement, son produit est génial, il faut déjà que les gens puissent l'utiliser puisque sa solution est géniale. Et comment il faut faire? Ben, il faut forcément passer par tout ce qui est marketing. Donc, il faut se former dans ça. Il ne faut pas penser que voilà, ah non, mais moi, j'aime pas vendre, je veux pas. Si tu veux justement que les personnes bénéficient de ta solution, voilà, à leurs problèmes et que justement ta solution elle est géniale, il faut te faire connaître, il faut te former parce que c'est vraiment ça. On peut avoir le meilleur produit du monde, mais s'il n'est pas connu, ben personne ne va l'acheter. Et donc si tu veux que les gens achètent ton produit, ben il faut te faire connaître et il faut te former en marketing. Pour moi, c'est une chose, ouais. Sachant qu'on peut se faire former tout au long de sa vie, de son parcours. Oui, c'est ça. De toute façon, ça s'arrête jamais. Hein. En tant qu'entrepreneur, on se forme régulièrement. Mais voilà, ne pas occulter ce côté. J'investis aussi dans mon marketing. En moi? Oui, j'investis en moi. J'investis dans mon marketing et je sais les retours qu'il y aura derrière parce qu'il y aura des retours derrière. Donc voilà. Merci Karine. Merci à toi. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?